Bonjour, je suis Mehdi Tayoubi, je déploie au sein de Dassault Systèmes des stratégies liées à l'innovation et aux nouvelles technologies. Actuellement, on est ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, donc un musée au cœur de Paris, place du Trocadéro, où nous avons mis en place un partenariat entre Dassault Systèmes et la Cité de l'Architecture pour créer ce lieu, qui est un espace d'innovation dédié à la recherche en réalité virtuelle collective. Donc c'est un lieu qui est ouvert au public 2 fois par semaine et pendant les vacances scolaires. Et le reste du temps, nous accueillons un certain nombre de partenaires, de scientifiques, pour utiliser la réalité virtuelle dans le cadre de projets de recherche, pour pouvoir développer de nouveaux composants logiciels qui permettent de motoriser ce type d'espace. Donc c'est un espace aujourd'hui dans lequel on a accroché au plafond des caméras de tracking qui permettent de localiser les différents utilisateurs. Chaque utilisateur va porter un sac à dos, un casque de réalité virtuelle et pouvoir s'immerger dans des univers virtuels, dans des jumeaux virtuels. L'objectif avant tout est de tester et de comprendre comment cette réalité virtuelle collective dans laquelle on va pouvoir se déplacer librement au sein de cet espace peut nous aider à comprendre, à mieux appréhender des projets scientifiques, des projets de recherche. Par ailleurs, je co-dirige la mission Scan Pyramids, dont l'objectif est de sonder, de scanner les pyramides de l'Ancien Empire, dont bien entendu la fameuse pyramide de Khéops. L'idée de créer ce qu'on appelle cette salle un téléport consistait à voir comment on pouvait récupérer un certain nombre de données 3D issues de photogrammétrie, issues de relevés laser de cette pyramide pour pouvoir créer des collaborations entre les scientifiques de la mission Scan Pyramids pour observer des lieux des hypothèses scientifiques. Et c'est ainsi qu'à un moment on s'est dit qu'il fallait aussi être capable de proposer ce type d'expérience au grand public. Et la première expérience qui est née ici au sein de la Cité de l'Architecture consistait à téléporter les gens sur le plateau de Gizeh pour à la fois leur expliquer l'architecture de la pyramide et les découvertes que l'on a faites au sein de cette pyramide. En effet, en 2016, on avait détecté derrière la zone des chevrons un couloir et donc bien sûr un couloir inaccessible, donc il fallait pouvoir représenter des hypothèses architecturales de ce couloir et les rendre accessibles et pouvoir aussi expliquer au grand public les techniques issues de la physique des particules qui ont été utilisées. Donc comment la réalité virtuelle collective permet de rendre compréhensibles des concepts scientifiques qui sont parfois compliqués pour le grand public. Et donc en l'occurrence, ici, l'objectif était d'expliquer la technique de la muographie qui consiste à scanner des monuments, des bâtiments comme la pyramide de Khéops grâce à des particules cosmiques que l'on appelle des muons. Et donc ça marche un petit peu comme la radiographie aux rayons X, sauf que là on n'utilise pas des rayons X, on utilise un flux naturel qui arrive depuis l'atmosphère terrestre et qui va traverser la matière, et en fonction de la densité de la matière, ces particules vont être plus ou moins absorbées. Le défi est d'avoir les bons détecteurs de muons, et donc on a utilisé 3 types de détecteurs. Un détecteur développé par le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et 2 autres types de détecteurs développés par l'Université de Nagoya et le KEK au Japon. En 2016, on a donc découvert un couloir derrière la zone des chevrons, qu'on a baptisé le Scan Pyramids North Face Corridor. Et en 2017, une autre découverte a fait l'objet d'une publication dans la revue scientifique Nature, un énorme vide que l'on a baptisé le Scan Pyramids Big Void, puisqu'on ne connaît pas sa nature architecturale. Et plus récemment, en février 2023, on a eu la possibilité d'introduire un endoscope derrière les chevrons et de prendre les premières images de ce couloir qui n'a pas été vu depuis 4500 ans. L'objectif à présent est de pouvoir faire un relevé photographique exhaustif de ce couloir pour pouvoir en faire une reconstruction 3D, un couloir qui bien entendu est inaccessible, mais le rendre accessible pour le coup grâce à la réalité virtuelle pour pouvoir inviter les scientifiques à l'observer et à mieux le comprendre. Le projet La Grotte de Lascaux, le jumeau virtuel 1.1, est né il y a à peu près 3 ans à travers une collaboration avec la conservatrice de la Grotte de Lascaux et son équipe, Muriel Mauriac,
qui cherchait en fait une solution pour pouvoir emmener toute son équipe pour faire en fait des revues de la grotte, du jumeau virtuel de la grotte. Donc ça a démarré en fait par une collaboration scientifique avec les équipes donc de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, donc qui se sont servis en fait de ces outils d'immersion collective en fait pour explorer la grotte, puisque cette grotte en fait est fermée depuis 1963 et aujourd'hui elle est accessible très peu de temps et on a uniquement 2 personnes de l'équipe de la DRAC qui peuvent y aller en même temps. Donc l'intérêt en fait de cette solution, c'était de pouvoir y aller à 10. Et assez rapidement en fait, on a émis le souhait d'ouvrir cette expérience sur les pas des conservateurs de cette grotte au grand public. Et donc nous avons lancé en fait cette expérience qui est donc accessible à partir de 12 ans. C'est une expérience en fait que l'on fait avec un guide conférencier, car on privilégie aujourd'hui les interactions humaines, c'est-à-dire donner la possibilité aux gens de poser des questions au guide, de discuter avec le guide, mais surtout de permettre aux familles de discuter aussi entre elles. Et c'est pour ça qu'on a proscrit finalement l'utilisation d'un audio guide et privilégié en fait le fait qu'on ait un guide conférencier qui accompagne des petits groupes de 6 personnes maximum pour déambuler pour la première fois dans les 235 mètres de galerie de la grotte de Lascaux. Un des objectifs que nous avons ici dans ce téléport installé à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, c'est de faciliter en fait la création de contenus immersifs, d'expériences de réalité virtuelle collective. Et c'est pourquoi on a développé un prototype, aujourd'hui ça reste encore un prototype de logiciel et la première expérience qu'on a motorisée avec ce prototype, c'est l'expérience Lascaux, qui permet en fait à n'importe qui, sans connaissance technique, sans connaissance d'ingénierie, de développement, en fait de créer une expérience immersive. Et le fait d'être ici au sein de la Cité de l'Architecture, d'accueillir du public, en fait ça nous permet d'éprouver ces technologies, d'éprouver leur robustesse et en fait de réfléchir aux évolutions. En fait c'est finalement une méthode d'innovation comme une autre, c'est-à-dire en quoi aujourd'hui ces projets culturels peuvent permettre en fait d'imaginer de nouveaux concepts dans le domaine du logiciel et comment ensuite ces logiciels peuvent être appliqués à d'autres domaines que le domaine de la culture et notamment le monde industriel en fait qui est au cœur en fait aujourd'hui des problématiques de Dassault Systèmes qui créent des logiciels pour le monde de l'industrie. Le principal en fait, paradoxe que l'on essaie de résoudre ici au sein du téléport, en fait, c'est de faire en sorte de s'immerger à l'intérieur d'un écran, à l'intérieur des données 3D, puisque aujourd'hui, la majorité des contenus 3D sont encore consommés sur des écrans en 2 dimensions, sur des moniteurs, sur des écrans. Et le fait aujourd'hui de s'immerger à plusieurs, en fait, ça change toute l'approche que l'on peut avoir de ces données et ça permet en fait d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles perspectives. Un exemple, comment ici au sein du téléport, on a pu accueillir un industriel qui comptait mettre en place une nouvelle ligne de production et comment on a fait de ce téléport en fait un lieu inclusif dans la mesure où on a accueilli les opérateurs, les opératrices qui allaient manipuler un jour cette ligne de production et les machines et grâce en fait à la collaboration qui s'est mise en place naturellement, en fait, sans avoir besoin de connaissances techniques, c'est-à-dire à part mettre un casque, son sac à dos et se mettre à déambuler dans la salle, ça a permis aux opératrices de soulever un certain nombre de problématiques, par exemple de sécurité, un certain nombre de problématiques d'ergonomie que même les ingénieurs n'avaient pas détectées sur leurs écrans en travaillant sur les logiciels 3D. Donc c'est vraiment le téléport, un lieu qui permet en fait de rassembler différents métiers au sein d'une entreprise et qui facilite la collaboration et le consensus et la prise de décision. Ici, dans ce téléport, on est dans un lieu d'innovation ouverte où on veut cette innovation en fait agile, pouvoir tester plein de concepts hyper rapidement, les éprouver auprès du grand public, auprès des spécialistes, auprès de notre partenaire. Donc dans des idées, on en a énormément. Aujourd'hui, on utilise aussi le téléport pour faire par exemple de la capture de mouvement, voir comment cette capture de mouvement peut être ensuite réintégrée dans des scénarios de réalité virtuelle. On a tout un volet aujourd'hui de recherche aussi sur la spatialisation, la sonorisation en fait de ce type d'expérience
expériences, réfléchir aussi aux futurs casques de réalité virtuelle. Aujourd'hui, la réalité virtuelle est un marché qui continue à se développer, même si ça fait plus de 40 ans que ça existe. On est dans une phase en fait de démocratisation de ces technologies, où plein d'acteurs en fait investissent dans différents composants hardware. Et nous, notre objectif en fait, c'est d'être agnostique en termes de hardware, mais de faire en sorte que nos logiciels puissent fonctionner sur tous ces nouveaux appareils qui vont arriver sur le marché. Quand on travaille dans le monde de la 3D, le rêve a toujours été de se dire comment je peux rentrer et avoir l'impression, l'illusion d'être dans cet univers. Donc ça, c'est bien entendu les casques de réalité virtuelle grâce à la vision stéréoscopique qui ont offert cette immersion. Et un autre des fantasmes, c'est-à-dire que si on veut être très très proche d'une expérience réelle, du monde réel, on a envie de pouvoir se déplacer librement au sein de ces espaces virtuels. D'où l'intérêt d'avoir un grand espace qui permet de déambuler sur 100, 200, 500 mètres carrés sans se soucier en fait des limites du monde physique et des murs. Et les premières tentatives que l'on avait faites comme ça sur de la déambulation dans des univers virtuels, elles datent un peu, je crois que c'était il y a presque 15 ans. En fait, on avait collaboré avec une entreprise qui avait développé une énorme sphère, on appelait ça la boule de hamster. On rentrait en fait dans cette boule et on avait bricolé les premiers PC en mode sac à dos avec les casques de réalité virtuelle de l'époque. Il y avait bien entendu une résolution qui n'a rien à voir avec celle que peuvent offrir les casques d'aujourd'hui. Et on se déplaçait en fait dans cette sphère, voilà, avec toutes les difficultés que ça représentait de pouvoir faire bouger cette énorme sphère. Mais là, on avait déjà compris qu'il fallait vraiment aller vers continuer en fait sur cette voie-là, c'est-à-dire se déplacer librement. Et à rajouter, il manquait une dimension, c'est-à-dire que là, on était seul dans sa sphère, et le fait d'être à plusieurs, de manière collective, et faire en sorte que, certes, la réalité virtuelle est une technologie, mais c'est une technologie qui doit rapprocher les humains, et d'où l'intérêt d'être ensemble dans la même pièce, et pas forcément chacun derrière son ordinateur, isolé du reste du monde. Alors bien entendu, toutes ces technologies, tous ces dispositifs reposent avant tout sur la science, et Dieu sait que l'on a besoin d'ingénieurs, et notamment en France. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui que les équipes les plus dynamiques, les plus performantes en fait sont celles qui sont multidisciplinaires, avec une forte composante scientifique, une forte composante d'ingénierie, mais qui est capable bien entendu de s'ouvrir vers les sciences humaines, vers l'histoire. Donc j'ai envie de dire que les collaborateurs avec lesquels j'ai eu le plus de plaisir à travailler, en fait, sont ceux qui ont à la fois un très fort socle scientifique et d'ingénierie, mais qui sont ouverts et curieux de beaucoup de choses. Et Dieu sait qu'on a énormément de défis à relever, et la science et l'ingénierie font partie en fait des outils qui vont peut-être nous permettre de régler quelques problèmes. La technologie, la réalité virtuelle n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est ce qu'on dit souvent chez Dassault Systèmes, c'est que ces technologies permettent d'améliorer le monde réel. Et améliorer le monde réel, c'est pas forcément en fait avoir envie de passer un maximum de temps derrière son écran, immergé au sein d'un casque de réalité virtuelle, isolé du monde. Donc bien sûr, là, je pense qu'on est à la croisée des chemins entre une dystopie potentielle qui pourrait arriver, où on voudrait en fait enfermer le plus possible les utilisateurs dans des expériences de réalité virtuelle, au même titre qu'on est arrivé à les captiver, à les capturer de plus en plus sur les écrans de leur smartphone. Ou en fait l'autre voie qui dit qui nous mènerait vers comment ces technologies permettent à la fois d'améliorer le monde réel, rassembler les gens, parce que rien ne vaut la réalité et rien ne vaut le contact humain.